Il y a Ouais, moi, je vois 36. 40. 5. Bonjour. Bonjour, nous attendons encore quelques minutes la connexion de l'ensemble des participants et nous pourrons démarrer. Très bien, on va démarrer du coup maintenant. Bonjour, je suis Caroline Bizot et je dirige au sein d'Adéco Training le pôle conseil et ingénierie pédagogique et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré aux soft skills autour de la question de leurs caractéristiques stratégiques dans notre monde bouleversé. Alors, je commencerai par dire que même si elles nous semblent complexes à définir, à appréhender, à mesurer, les soft skills sont particulièrement précieuses et recherchées dans un monde mouvant et demain sûrement encore plus qu'aujourd'hui. Dans un contexte où toutes nos certitudes, nos pratiques, nos habitudes de travail et en particulier en matière de compétences sont sans cesse challengées, c'est clairement le potentiel des collaborateurs, leur agilité, leur aptitude à se mouvoir, à évoluer dans cet environnement qui fera la différence. Dans un monde où l'intelligence artificielle permet à la machine d'apprendre et de remplacer l'homme dans sa compétence technique, les soft skills caractérisent bien l'humain et semblent clairement ne pas pouvoir être remplacés par la machine, en tout cas pour l'instant. Et on peut dire que le cataclysme que nous vivons en est une preuve s'il en fallait. Alors, comment, au regard de tout cela, ne pas parier sur les soft skills? Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose de partager nos réflexions et nos convictions sur le sujet. Je vous propose de commencer par vous présenter les intervenantes principales. Alors, tout d'abord, Cécile Mativé, directrice du labo, interviendra pour nous apporter des clarifications sur la question des soft skills et la perception qu'en ont les entreprises aujourd'hui. Ensuite, Christelle Caglino enchaînera sur la question de l'identification, de la mesure, de l'évaluation des soft skills. Et enfin, Sophie Schaeffer, consultante coach au sein d'Adéco Training, abordera le sujet de la formation soft skills et même, pour être plus précise, de leur développement. Je passe donc la parole à Cécile Mativé, directrice du labo. À toi, Cécile. Merci beaucoup, merci beaucoup Caroline. Bonjour à tous. Alors, en préambule, quelques mots sur le labo du groupe Adéco. C'est une plateforme d'idées collaboratives et prospectives qui produit des études sur tous les sujets
qui entraient à l'emploi et aux trajectoires professionnelles. Et nous avons notamment récemment produit un livre blanc sur lequel je vais m'appuyer pour clarifier cette notion de soft skills. Avant de parler de compétences dures ou douces, je pense qu'il est nécessaire de regarder rapidement quels sont les bouleversements qui sont à l'œuvre sur le marché du travail. Alors, la révolution numérique et robotique est déjà en cours, évidemment, mais ses impacts sur l'emploi en termes de compétitivité et de productivité sont toujours difficilement quantifiables. Les emplois évoluent avec des formes de plus en plus variées, des carrières de moins en moins linéaires, marquées par des périodes d'inactivité, des changements de métier, des changements de trajectoire. Et les métiers sont eux aussi toujours plus évolutifs. La transformation numérique bouleverse l'économie avec l'avènement de l'intelligence artificielle, des compétences numériques pas aussi bien réparties qu'on aimerait le penser. Cette transformation exige de fortes capacités d'adaptation, d'agilité de la part non seulement des entreprises, mais aussi de l'ensemble de leurs collaborateurs. On rentre dans l'ère du sur-mesure avec de nouveaux modèles d'organisation, des solutions qui sont de plus en plus personnalisées, personnalisables, des interactions avec les clients également qui sont aussi de plus en plus poussées et de plus en plus individualisées. L'exploitation des données personnelles permet tout ceci, la gestion du data permet. Donc les emplois changent, les organisations changent, les métiers changent, donc fatalement les compétences requises vont changer. Et c'est la capacité du travailleur à s'adapter et à mobiliser ses compétences pour répondre à des situations inédites qui va devenir déterminante. Parallèlement, on assiste depuis plusieurs années à une obsolescence des compétences de plus en plus rapide. La durée de vie d'une compétence est passée de 30 ans dans les années 80 à 5 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que les compétences techniques et digitales des entreprises s'accroissent considérablement. Conséquence de tout ça, c'est qu'on va manquer de compétences, de salariés formés pour pourvoir les postes dont les entreprises ont besoin. Selon une étude publiée en 2019 par Korn Ferry et qui est fondée sur des données de l'OCDE et de l'OIT, c'est 1,5 million de travailleurs qualifiés qui pourraient manquer en France d'ici à 2030. Donc en fait, on subit un double phénomène qui prend en tenaille. D'un côté, il y a 1,7 million de travailleurs qui arrivent sur le marché du travail avec un niveau de formation peu élevé, et de l'autre, un manque de 1,5 million de travailleurs qualifiés. Alors pourquoi on fait face à cette pénurie de compétences? Sans doute à cause de l'inadéquation entre les formations initiales et continues et les besoins actuels et futurs des entreprises. C'est une mauvaise correspondance entre l'offre et la demande, en quelque sorte. En France, on a noté dans l'Observatoire des trajectoires professionnelles, qui est produit par le labo avec Ipsos et le groupe IGS, que seulement 32% des individus ont suivi une formation qui a trait à leur emploi au cours de l'année écoulée. Donc en fait, si on considère que la digitalisation et la robotisation modifient les besoins en compétences dans l'ensemble des secteurs d'activité, on peut considérer que les dirigeants et les managers qu'on interroge s'accordent sur les compétences clés à développer pour faire face à ces évolutions. C'est la polyvalence, c'est les compétences techniques, ce sont les compétences digitales et numériques, mais sont citées aussi l'adaptabilité, l'autonomie, le travail en équipe, mais très peu la capacité à apprendre et encore moins des compétences comme l'intelligence émotionnelle, la confiance en soi, le sens critique. Et pourtant, on va voir à quel point elles sont essentielles. Mais avant ça, on s'arrête un petit instant sur des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence? C'est une capacité d'action efficace pour faire face à une famille de situations. Alors, situation parce que la compétence est toujours reliée à une situation, à un contexte donné.
Donc, une famille de situations qu'on arrive à maîtriser parce qu'on dispose à la fois des connaissances et des ressources nécessaires, ressources en termes de savoir-faire, de savoir-faire comportementaux, et de la capacité de mobiliser ces connaissances et ces ressources à bon escient en temps opportun. Donc, la compétence permet de décider et d'agir pour identifier et résoudre des vrais problèmes. Donc, être compétent, c'est mettre en œuvre une pratique professionnelle pertinente pour résoudre un problème. Si on qualifie encore un peu davantage le terme de compétence. Alors, les compétences transférables, transversales, sont celles qui sont utilisables dans des situations professionnelles différentes. Ce sont des compétences techniques liées à un métier ou à une situation professionnelle qui peuvent être utilisées rapidement, moyennant une adaptation dans une autre situation. Pour ce qui concerne les soft skills, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur leur définition. On peut peut-être dire que ce sont toutes celles qui ne sont pas techniques. En tout cas, elles rassemblent les compétences d'analyse et d'interaction qui permettent aux individus de s'adapter aux mutations rapides et permanentes du monde de travail qu'on a vu tout à l'heure. Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, d'ordre cognitif, c'est apprendre à apprendre, c'est la pensée critique, c'est la réflexivité, c'est la prise de décision. Elles sont d'ordre comportemental, avec l'écoute active, la prise d'initiative, la gestion du risque. Elles sont aussi d'ordre relationnel, avec la sociabilité, la collaboration, la gestion des conflits, par exemple. Elles sont aussi d'ordre émotionnel, avec l'empathie, l'intuition, la résilience. Alors, juste un petit détail, on parle aussi quelquefois de math skills, ces compétences folles qui sont développées en dehors tout contexte professionnel et qui peuvent être intéressantes par leur côté décalé, iconoclaste, voire atypique ou déviant. Je vous donne un exemple. Si vous êtes féru d'escalade, il est fort à parier que vous saurez très bien gérer votre stress et cette compétence peut être très utile dans le cadre de. Alors, grâce à l'intelligence artificielle, de plus en plus de tâches routinières sont automatisées et donc les salariés vont devoir se concentrer sur toutes les missions, toutes les tâches qui ne peuvent pas être prises en charge par l'intelligence artificielle. Donc, ce sont les tâches qui consistent à résoudre des problèmes complexes et de leur trouver des solutions. Et pour ça, les compétences techniques ne suffisent pas. C'est aux soft skills, à leurs soft skills que les travailleurs doivent recourir. Par exemple, la créativité, essentielle pour résoudre des problèmes nouveaux et assurer la capacité d'innovation de l'entreprise. Et donc, ça, il faut avoir la capacité à penser en dehors du cadre. L'esprit critique pour faire face au flux croissant de données, la capacité à regrouper les informations dont on dispose, à les trier, à les organiser rapidement pour produire un raisonnement logique. Et ça en fait un atout stratégique. L'entreprise aussi a besoin d'intelligence collective, c'est la capacité à coopérer. Aujourd'hui, la plupart des projets sont transverses, on ne peut plus les gérer seul, et donc c'est la capacité à trouver sa place dans un groupe pour créer de la valeur, atteindre un objectif, résoudre un problème complexe qui va devenir. Et donc, pour résoudre tous ces problèmes complexes, la capacité à savoir émettre, recevoir un message de manière fidèle est essentielle, c'est la capacité à communiquer. Donc, ces 4 premières compétences sont les 4 C définies par l'OCDE et elles sont définies comme étant les compétences essentielles pour demain, pour le 21e siècle. Moi, j'aime bien en rajouter un 5e, c'est la curiosité qui permet de déceler les risques et les opportunités et éviter de rester dans sa zone. Donc, pour résumer, ces compétences comportementales et cognitives sont celles de demain parce qu'en réalité, elles permettent l'adaptation au changement. Elles nécessitent de cultiver l'envie d'apprendre et de détecter la capacité à détecter ses aptitudes chez les autres, dans des environnements concrets ou plus conceptuels. Le monde est de plus en plus interactif et il devient un enjeu déterminant
de réussir à mobiliser son quotient émotionnel, ses compétences sociales, sa capacité à apprendre et à comprendre. À un moment où les créations d'emplois se concentrent sur les activités de service et où les industriels imaginent leur création de valeur sur les services associés à leurs produits, c'est la capacité à interagir avec son environnement qui devient centrale. Les soft skills apparaissent comme des atouts indispensables pour s'adapter à ces mutations. Avant de voir comment on peut développer les soft skills, je voudrais juste souligner un prérequis qui me semble indispensable, c'est que pour pouvoir développer les soft skills, il faut que l'organisation de l'entreprise ou de l'équipe le permette. Et il faut souvent passer par une adaptation de l'environnement de travail. Pourquoi? Parce qu'il faut que les besoins fondamentaux de l'individu soient sécurisés. Le premier dénominateur commun des équipes performantes, c'est la sécurité psychologique. Pour ça, il faut un management bienveillant, il faut donner plus de sens au travail. Ça veut dire avoir une vision claire de ce pourquoi on travaille, des objectifs et des valeurs partagées. Ça veut dire aussi que le management puisse octroyer davantage d'autonomie aux employés. Ça veut dire développer la qualité des relations au travail avec des responsabilités claires, un processus de décision connu de tous et des moyens d'auto-évaluation permanents. Et tout ceci contribue à renforcer le sentiment d'appartenance dans un environnement stable. Avant de voir comment développer ces soft skills, je vous propose de passer la parole à Christelle Caglino, qui est responsable de l'offre d'évaluation du groupe ADECO, pour voir comment on les évalue, ces soft skills. Merci beaucoup, Cécile. Effectivement, on va maintenant voir comment on évalue les soft skills et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour définir un processus et aller chercher chez nos futurs collaborateurs ces précieuses soft skills dont on a tellement besoin. Le premier constat qu'on peut faire, et c'est important de se le redire, c'est qu'elles ne sont pas toujours visibles, ces soft skills. C'est-à-dire qu'on a effectivement sur le CV ou sur les réseaux sociaux une approche plutôt de la partie connaissance, comportement professionnel un tout petit peu, et puis beaucoup de savoir-faire, c'est-à-dire les expériences antérieures, ce que le candidat a pu mettre en œuvre dans un contexte différent, dans d'autres entreprises tout au long de sa carrière. Mais les soft skills ne sont pas là. Elles sont cachées dans cet iceberg, c'est-à-dire que tout ce qui va être de l'ordre de l'aptitude cognitive dont parlait Cécile, les comportements professionnels qui sont du potentiel pour ce futur manager, et puis la motivation, les valeurs de ces candidats, tout cela, on ne peut pas les voir. Donc, on va aller chercher dans un process de recrutement ce qui nous permettra de valider toutes ces compétences. Et on me fait signe que je ne suis pas passée en plein écran, donc il faudrait que je retente. C'est bon. Est-ce que cette fois-ci, c'est bon? Oui. Ok, parfait. Donc, comment on va définir son process d'évaluation? Déjà, il faut être sûr de ce qu'on va aller chercher. Donc, ça peut être un peu basique, mais la première chose à faire, c'est de se demander quelles dimensions on va aller analyser et quelles sont les dimensions qui sont en lien avec la performance en poste. Sur quoi il va falloir miser en termes de process pour être sûr de trouver le bon potentiel, c'est-à-dire le candidat qui va à la fois être opérationnel à l'instant T où il prend son poste et celui qui va pouvoir suivre les enjeux et l'évolution de la société, puisqu'aujourd'hui, on voit que les postes se transforment et qu'il va falloir trouver un maximum de potentiel dans ces futurs candidats. C'est donc bien recruter la bonne personne pour aujourd'hui et pour demain. Donc, dans les dimensions qu'on va aller chercher, ce que Cécile vous a présenté, on a toute la partie des connaissances, du savoir-faire, des aptitudes, des comportements et de la motivation, les trois dernières étant évidemment les soft skills, ou en tout cas la façon dont nous, au niveau du groupe ADECO, on définit les soft skills. Donc, quelles sont les dimensions qui sont en lien avec la performance en poste? Et puis, une fois qu'on a fait cette espèce d'état des lieux de ce qu'il nous faut comme compétences pour occuper le poste, il va falloir définir un process pour aller évaluer chacune de ces compétences. Et ça va être important. Donc, une espèce de cartographie des compétences. Et puis, en face,
quels moyens j'ai à ma disposition pour évaluer et valider cette compétence cible pour le poste. Et quels outils on va choisir? Je sais quelles compétences, à cet instant T, je vais devoir évaluer pour garantir la performance en poste. Mais comment je vais m'y prendre pour évaluer cette compétence? On a un nombre important d'outils à disposition aujourd'hui sur le marché. Certains sont donnés ici. Donc, l'Assessment Center, qui est une mise en situation, un process qui intègre à la fois des outils d'évaluation comme des tests de personnalité, comme des tests d'aptitude, comme des mises en situation. On a des mises en situation, des tests d'aptitude, j'en parlerai par la suite. L'entretien structuré ou situationnel, sont des outils très précis où en fait on va à la fois définir une trame de questions, mais aussi des niveaux de réponse attendus par le candidat. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir scorer les entretiens, ce qui n'est clairement pas ce qu'on fait au quotidien dans nos situations de recrutement. On a des questionnaires de comportement, on a tout ce qui est biodata, donc ce qui apparaît sur le CV des candidats, les entretiens non structurés, j'allais dire que globalement, c'est plutôt ces entretiens-là qu'on mène au quotidien, c'est-à-dire que globalement, on va demander à un candidat de nous parler de son expérience assez libre en recentrant un peu sur ce qui nous intéresse. La prise de référence, les techniques projectives qui sont beaucoup moins utilisées aujourd'hui, mais en tout cas qui ont pu l'être à un moment sur le marché, la graphologie, l'astrologie, la numérologie et la morphopsychologie qui sont d'autres techniques qu'on utilise nettement moins et vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on utilise au niveau du recrutement principalement ces deux outils-là, l'entretien non structuré et le contrôle de référence. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir quels outils sont réellement efficaces, c'est-à-dire quelles méthodes nous permettent réellement de prédire la performance en poste des candidats. Donc, comme vous le voyez, les outils qui sont les plus prédictifs, c'est-à-dire ceux qui nous permettent le plus d'aller chercher de la compétence et en lien avec la performance, c'est l'Assessment Center, les mises en situation, les tests d'aptitude et l'entretien structuré et situationnel. Les questionnaires de comportement et l'analyse des CV sont plus ou moins efficaces dans la mesure où ça va dépendre à la fois des outils qu'on utilise, des tests en tant que tels, et puis surtout de l'analyse qu'on en fait, qui peut être un peu subjective. Tous les autres outils sont, d'un point de vue psychométrique, donc scientifique, moins efficaces et donc moins intéressants à utiliser dans un process de recrutement. Si on s'intéresse à l'entretien semi-structuré, qui n'est pas de l'entretien structuré, mais qui n'est pas non plus de l'entretien, j'allais dire, tout classique, il va être 2 fois plus fiable qu'un entretien au feeling. Pourquoi? Parce qu'on va définir pour chaque recrutement une trame de questions qu'on va poser exactement de la même manière à tous les candidats qu'on va rencontrer. Ça veut dire qu'on va être capable de standardiser ces entretiens pour éviter les biais qui peuvent être les nôtres en termes de filtres et de subjectivité. Donc, ça va être bien plus fiable qu'un entretien au feeling où on va clairement peut-être agir très différemment d'un candidat à un autre. Donc ça, c'est important de se dire qu'on va avoir notre trame, on en revient à ce qu'on a défini au départ, notre besoin en compétences et les dimensions qu'on va aller chercher. Et pour chacune de ces dimensions, soft skills ou pas, on va aller mettre en face une question qui nous permettra d'aborder cette soft skills, en faisant toujours référence à l'expérience passée du candidat et en ne le projetant pas sur un avenir potentiel ou un poste potentiel, parce que si on a face à nous un candidat qui est un peu malin, il va clairement répondre comme on l'attend, donc en utilisant beaucoup de désirabilité sociale, ce qui n'est pas l'objectif. Quelques exemples de questions. Comment réagissez-vous face à une situation nouvelle ? Parlez-moi d'une tâche que vous avez dû effectuer alors que les directives changeaient sans arrêt. Comment avez-vous fait? Quel est votre rôle au sein d'une équipe? Décrivez-moi, je suis désolée, j'ai un écran devant moi, mais décrivez-moi ce que vous pouviez faire sur votre précédent poste. On va aller chercher par des questions extrêmement précises un certain nombre d'informations qui nous permettront de mettre en valeur et de révéler les compétences soft de notre candidat. Les questionnaires de personnalité, je suis persuadée que vous en utilisez beaucoup, ils permettent de valider différents comportements professionnels qui vont impacter la réussite en poste. Pour la plupart, ils nécessitent une formation parce qu'il faut être capable à la fois de les utiliser, mais ce n'est pas le plus compliqué, c'est surtout de les restituer correctement puisqu'ils nous donnent une information à un instant T et toute la richesse va venir du débrief qu'on va avoir avec le candidat et de toutes les informations qu'on va pouvoir collecter en confrontant le candidat à ses résultats.
La plupart des tests qu'on utilise aujourd'hui, alors vous avez certainement entendu parler peut-être du PAPI, du SOSI, de l'OPQ32 d'SHL, et il y en a bien d'autres sur le marché, se basent sur la théorie des Big Five. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie des Big Five? En fait, scientifiquement, on a isolé 5 grands critères, et ça va vous rappeler ce qu'on vous a défini en tout début de ce webinaire, 5 grands critères qui constitueraient la personnalité de chacun, en tout cas la personnalité professionnelle. Et ces Big Five sont présentes sous l'acrostiche Océan. Pourquoi? Parce qu'on a le O de ouverture, ouverture au changement, ouverture à l'apprentissage. Le caractère consciencieux pour le C, la rigueur. Est-ce que je vais jusqu'au bout des choses? Est-ce que je suis précis dans ma manière de mener à bien une tâche? L'extraversion, est-ce que je puise mon énergie dans mes échanges avec les autres ou est-ce que je puise mon énergie dans ma façon de me recentrer sur moi-même? L'agréabilité, qui est une traduction assez terrible de l'empathie. Est-ce que je suis capable de me mettre à la place des autres et de comprendre ce qui se passe chez l'autre à un instant T? Et puis enfin, le névrotisme, là encore, c'est une traduction qui n'est pas très heureuse, de stabilité émotionnelle. Comment je vais faire face à une situation et comment je vais gérer mes émotions dans une situation donnée. Et mon stress notamment. Donc, si on continue dans les outils à disposition pour aller évaluer les soft skills dans les tests d'intelligence émotionnelle, Cécile vous le disait, cette mesure de l'intelligence émotionnelle est très importante et va prendre de plus en plus d'importance dans nos process. Ça va être de mesurer la capacité à se mettre à la hauteur de l'autre, l'intelligence émotionnelle étant extrêmement liée à notre capacité à nous adapter dans un contexte différent. À quoi ça sert? Ça sert à détecter la capacité du candidat à résister au stress, à avoir des relations harmonieuses avec les autres, puisqu'un candidat avec une bonne intelligence émotionnelle est capable de se mettre au même niveau que son interlocuteur et donc d'avoir des relations adaptées avec les autres, de prendre de bonnes décisions, surtout en situation tendue, à partir du moment où la gestion du stress fait partie des capacités d'intelligence émotionnelle, à avoir confiance en soi, à repérer les informations clés et à s'adapter à de nouveaux enjeux et à de nouveaux environnements. Et pour info, les personnes qui ont une très bonne intelligence émotionnelle, à compétences techniques égales, seront plus performantes que les autres parce qu'elles seront plus capables de gérer le stress, de gérer les émotions dites négatives, d'avoir des relations harmonieuses avec les autres et donc de s'adapter à des environnements mouvants. Ensuite, on parlait tout à l'heure de capacités cognitives. Pour évaluer ces capacités cognitives, on va utiliser des tests d'aptitude. Les tests d'aptitude vont nous permettre d'aller chercher la manière dont le candidat fonctionne d'un point de vue intellectuel et est-ce qu'il va être capable d'apprendre, de résoudre des problèmes plus ou moins complexes et donc de s'adapter à des situations lui demandant de résoudre des situations problématiques. Il y a différents types d'aptitudes. Ici, vous avez quelques exemples de raisonnement ou d'aptitudes cognitives, comme le raisonnement spatial, qui permet d'imaginer, en tout cas, ou de se représenter mentalement des figures en 3 dimensions. Donc là, l'exercice qu'on propose, c'est remettre en volume un plan à plat. Le raisonnement abstrait, qui est très lié à la capacité globale de réflexion et d'intelligence d'un individu, puisqu'elle n'est pas corrélée à son niveau scolaire. Donc, raisonnement abstrait. Le raisonnement verbal, comment je suis capable d'utiliser et de faire du lien entre les mots et entre des informations verbales. Et puis le raisonnement numérique, est-ce que je suis capable de mettre en place le raisonnement mathématique et numérique me permettant de résoudre un problème? Et on n'est pas juste sur la maîtrise des opérations de base. Ce sont des exemples ici de tests d'aptitude ou d'aptitude cognitive, mais qui sont très liés à la capacité d'adaptation et à la capacité d'apprentissage d'un individu. Je voulais vous parler d'un test qui va un peu plus loin en termes de capacité d'apprentissage. C'est un test qu'on utilise dans le groupe qui s'appelle Abilities. C'est pas tout à fait de la torture, mais un peu quand même. En fait, on va vous évaluer dans un premier temps le raisonnement numérique ou la capacité à utiliser ses capacités mathématiques pour résoudre des problématiques. Donc, on va avoir cette capacité d'apprentissage et on va aussi valider la mémoire de travail. C'est-à-dire que vous avez ici 3 petites images représentées et on va faire des swaps, c'est-à-dire qu'on va vous dire si l'image numéro 3 passe en première position, l'image numéro 2 en 3e position, quelle est la combinaison finale? Et en fait, ça mesure la capacité à pouvoir mobiliser votre mémoire de travail, donc vos mémoires immédiates, pour mener à bien une tâche. Et à la fin de chacune des questions, que ce soit du raisonnement numérique ou de la mémoire de travail, on va vous demander à combien de pourcentage vous êtes sûr d'avoir répondu correctement.
Et cette mesure va nous donner un indice très important sur la confiance que le candidat a dans sa prise de décision et dans son potentiel global. Concrètement, on va avoir un profil qui va nous dire est-ce que ce candidat a un bon potentiel et il s'estime, il s'évalue plutôt justement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un très bon potentiel mais qui doute de lui? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui n'a pas un énorme potentiel mais qui est sûr d'avoir trouvé toutes les bonnes réponses et donc qui peut-être va avoir tendance à aller trop vite dans la prise de décision et à pas forcément prendre les bonnes décisions mais être sûr que c'était les bonnes? Ce qui peut représenter un danger dans un recrutement. Donc cet outil est intéressant parce qu'il est un petit peu hybride entre de l'aptitude et du comportement professionnel. Et puis enfin, l'Assessment Center, qui est aujourd'hui l'outil le plus prédictif, comme on l'a vu en tout début de cette présentation, pour aller valider les soft skills de nos candidats et plus précisément leur comportement professionnel. L'objectif, c'est qu'on va avoir plusieurs comportements qui vont être évalués. C'est le principe même de l'Assessment Center, des savoir-être et parfois des savoir-faire, le travail en équipe, comme on l'a vu, la collaboration, l'adaptation, la communication, par exemple. On va évaluer ces comportements avec plusieurs outils, des tests, des entretiens et des mises en situation. Et tous ces outils ou toutes ces performances vont être évaluées par plusieurs observateurs, notamment à minima 2 évaluateurs experts quand on amène des évaluations au sein du groupe. Donc, le fait de croiser les regards des évaluateurs modifie et diminue les biais cognitifs auxquels on est tous soumis en tant que recruteur, puisqu'on est quand même globalement plutôt subjectif. Tout l'intérêt de l'évaluation et des outils d'évaluation, c'est de limiter ces biais-là, évidemment, et puis d'avoir plusieurs outils pour avoir plusieurs angles d'approche d'une même compétence. Et c'est pour ça que l'Assessment Center est l'outil le plus prédictif aujourd'hui à utiliser pour évaluer le potentiel. Et ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle permet aussi de mettre de côté le CV, j'allais dire ce qu'on maîtrise parfaitement aujourd'hui, pour laisser sa chance à des personnes qui n'ont peut-être pas le parcours idéal, mais comme on a des mises en situation et comme on a plusieurs outils, eh bien on peut plus facilement exprimer son potentiel que sur un entretien classique qui du coup laisse un peu moins sa chance au candidat. Donc c'est à la fois très prédictif sur le plan psychométrique et donc très intéressant pour une entreprise qui cherche à recruter, et c'est aussi très intéressant pour le candidat qui peut beaucoup plus que sur une autre méthode prouver de quoi il est capable. Donc, on a vu qu'il existait un certain nombre d'outils pour valider les soft skills, c'est-à-dire les tests de comportement, l'entretien que tout le monde peut mener au quotidien, les tests d'aptitude, l'Assessment Center. Et demain, qu'est-ce qu'on aura à disposition pour évaluer les compétences? Mais c'est déjà dès maintenant. Bien sûr, la plupart de nos outils sont digitalisés. On a recours à des outils qui sont en ligne, de plus en plus responsives, c'est-à-dire sur smartphone ou sur tablette, de plus en plus gamifiés. L'expérience utilisateur dont on parle partout, elle a aussi un impact sur les méthodes d'évaluation, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que le candidat ait une bonne expérience de son évaluation, et plus on est sur une activité ludique et plus c'est intéressant pour lui. Donc, on a des tests d'aptitude qui sont plutôt gamifiés, c'est-à-dire à base de jeux, qui vont nous permettre d'évaluer les mêmes aptitudes qu'un test plus classique de suite logique, mais qui sera moins douloureux pour le candidat ou qui lui apportera une expérience plus positive en tout cas. La réalité virtuelle, on l'utilise déjà pour sensibiliser nos candidats à la partie sécurité, c'est-à-dire qu'on va mettre le candidat en situation, par un casque de réalité virtuelle, d'être dans un milieu de travail avec des dangers ou des risques potentiels et il va devoir les identifier. Et donc ça, c'est très intéressant et la réalité virtuelle va forcément se développer et nous permettre d'aller développer et d'aller évaluer d'autres compétences demain, ce qui serait vraiment, encore une fois, très intéressant pour se rapprocher le plus possible de ce qui peut être fait et qui peut être concret pour le candidat. Et vous me direz, après tout ça, puisque tout est digitalisé, gamifié, qu'on a des intelligences artificielles qui vont nous permettre d'évaluer toutes les compétences, à quoi sert le recruteur? Eh bien, je voudrais partager avec vous une expérience intéressante qu'on a eue au sein du groupe. On a lancé, vous l'avez peut-être vu, un questionnaire à disposition de tous nos candidats sur Adecco. Ce questionnaire est 100% en ligne et il met en valeur 6 comportements professionnels et leur permet de s'évaluer sur ces 6 points. Et notre expérience au départ se voulait 100% digitale.
Et la chose que nous demandent nos candidats quand on les interroge sur qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans ce process, en fait, la plupart des demandes sont autour de « moi, je voudrais avoir un contact avec quelqu'un pour qu'on me débriefe le test ». Donc, je voudrais avoir vraiment un échange avec un consultant. Donc, je dirais que globalement, même si tout se digitalise, les softs, elles sont aussi importantes pour nos recruteurs et pour nos candidats, c'est-à-dire l'échange, la relation humaine dans tout ce monde très robotisé, très numérique, finalement, reste au cœur des process. Et c'est pourquoi je pense qu'effectivement, tout ce qui va être de l'ordre du relationnel aura toujours une place très importante dans nos méthodes d'évaluation. Merci beaucoup. Je passe donc la parole à Sophie pour la dernière partie de notre webinaire. Merci Christelle. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je retiens deux choses importantes des interventions qu'on vient d'entendre. C'est d'une part que les soft skills regroupent l'ensemble des capacités qui permettent à un individu d'agir efficacement et en toutes circonstances et en confiance. Et d'autre part, avec l'intervention de Christelle, c'est que finalement, on pourrait dire c'est le plus qui fait la différence. Et c'est ce qui explique qu'elles intéressent particulièrement les entreprises et qu'elles sont au cœur d'un dispositif d'évaluation qui est stratégique. Alors, puisqu'on peut considérer que c'est une ressource vraiment précieuse, on va s'intéresser aux bénéfices de leur développement et à la manière d'y parvenir. Donc, je vais développer deux points. Le premier qui va être la notion de caractérisation complexe et le second qui va concerner le développement qui ne peut s'inscrire que dans la durée. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit parler d'une compétence ou d'un potentiel? Bon, on a vu que l'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans notre quotidien. Heureusement, on a encore beaucoup de situations qui restent à la main de chacun, notamment toutes celles pour lesquelles il n'y a pas de résolution standardisée, qui dépendent de notre capacité à résoudre des problèmes collectivement. Et ce sont donc des compétences qu'on va pouvoir observer en situation de travail. Concrètement, je vais pouvoir observer quoi? Je vais pouvoir observer à la fois une capacité d'analyse et une capacité d'interaction. Mais surtout, derrière ces deux grandes familles de compétences se cachent, entre autres, l'esprit critique, la créativité, la coopération, la communication, l'intelligence émotionnelle, la prise de décision, etc. Et elles sont là, nos soft skills. Eh bien, c'est bien grâce à leur articulation que la personne est en capacité d'agir efficacement dans son environnement. Alors, est-ce qu'on parle de compétences ou de potentiel? Moi, personnellement, je préfère parler de potentiel. J'ai plutôt en tête l'image d'une graine qu'on a tous en nous, qui ne demande qu'à germer, qu'à croître, et surtout qu'il va falloir nourrir au quotidien pour qu'elle se développe efficacement. Donc, ce qui m'amène à dire qu'on est bien dans une logique d'amélioration continue. Et il faut prendre en compte le fait que c'est un processus qui est lent et par conséquent qui va s'inscrire dans la durée. Donc, ça nécessite un entraînement et surtout une récurrence de mise en situation dans des contextes variés. Ce qui va permettre du coup d'avoir une capacité de recul, d'avoir une analyse réflexive de ces pratiques qui va favoriser la prise de confiance. Et l'individu va s'ajuster progressivement à de nouvelles situations qui, peu à peu, il va pouvoir gérer avec plus d'aisance, plus de confort, plus rapidement aussi, et en s'appuyant efficacement sur l'autre et sur le groupe. Alors, il peut conduire ce processus seul, il peut également être accompagné par son manager en mode coaching. En tout cas, développer les soft skills, c'est accepter de changer, parfois fondamentalement, des façons d'agir qui sont profondément ancrées depuis parfois longtemps. Et c'est pour cette raison que l'approche pédagogique est importante quand on veut les développer et les renforcer. Alors, quelles approches? On peut considérer qu'il y a des approches qui vont être évidemment plus efficaces que d'autres. En tout cas, il y a des risques, notamment avec une approche classique qui serait une approche one-shot et qui serait centrée sur une démarche cognitive. C'est finalement que de retour dans son contexte, il n'y a pas grand-chose qui change. Pourtant, l'apprenant, il sait ce qu'il doit faire, il l'a appris, il l'a compris,
et il ne le fait pas, il n'arrive pas à le mettre en pratique ou il n'arrive pas à le faire durablement ou avec l'efficacité recherchée. Pourquoi? Parce que l'environnement ne s'y prête pas, parce qu'il y a une forme inconsciente de résistance au changement, peut-être. Mais surtout parce que c'est une approche qui n'est pas suffisante. En effet, il va falloir essayer de mettre en place des boosters, notamment des boosters qui ont pour démarche de favoriser le passage du cognitif à l'émotionnel et donc qui vont inviter à lâcher prise sur des certitudes. On va pouvoir faire appel, par exemple, au théâtre, aux jeux d'improvisation, à des jeux expérientiels, pourquoi pas des escape games. On va s'appuyer sur des méthodes basées sur les neurosciences, sur la connaissance de soi. L'intention étant de mieux se connaître finalement, d'identifier ces mécanismes automatiques du cerveau, de repérer les schémas de pensée dominants, de connaître ses points forts, ses points de développement et de travailler sur ses croyances limitantes qui vont permettre de sortir de sa zone de confort. Les approches également pédagogiques sur un mode coaching vont permettre de questionner les pratiques, de favoriser les prises de conscience, d'identifier des motivations profondes et surtout d'engager à agir et d'expérimenter sous le principe du test and learn. Donc, c'est bien l'alternance des modalités apprenantes qui va permettre de tendre vers l'objectif, notamment en s'appuyant sur des approches décalées qui vont décentrer l'apprenant, aller le questionner sur ses certitudes et l'amener à regarder une situation sous un angle inhabituel et surtout d'expérimenter en toute sécurité. Alors, la valeur ajoutée de notre pôle conseil ingénierie, c'est bien de concevoir des dispositifs d'accompagnement sur mesure qui répondent spécifiquement aux enjeux de nos clients. Et c'est bien pour cette raison qu'on va aller solliciter les meilleures approches pour y répondre. Alors, pour illustrer, je vous propose de faire un focus sur l'approche du Roll and Train, qui est une démarche qui est portée par Véronique Rocher, qui est une pédagogie à la fois ludique et innovante. On parle d'entraînement par le jeu de rôle. On est bien sur une approche qui est centrée sur la pratique et qui va proposer de l'entraînement intensif en situation quasi réelle. L'enjeu, là, c'est bien l'expérimentation. Donc, ces modalités, ça va être du sketch happening, ça va être du jeu de rôle et on travaille avec des comédiens. Et l'apprenant va être challengé en sécurité, c'est important. Il va pouvoir pratiquer des techniques présentées et enrichir sa boîte à outils afin de gagner en efficacité. Alors, les jeux de rôle avec les comédiens vont porter au démarrage sur des situations génériques qui vont permettre à chacun de commencer à être acteur dès le début. Et puis, on va progressivement aller sur des situations qui sont proposées par les participants et qui vont donc permettre de transposer ces approches à une pratique professionnelle. Cette approche, il faut considérer que c'est un vrai levier d'apprentissage parce qu'il va permettre à la fois de travailler sur des situations difficiles en les dédramatisant, mais en confrontant quand même de manière bienveillante. Donc, c'est important d'avoir cette approche qui va permettre de puiser dans des ressources personnelles, des ressources relationnelles, émotionnelles, et on va être en capacité de réagir de manière authentique et juste dans des situations qui vont peu à peu être de plus en plus difficiles. Donc, c'est bien ce qui fait la différence, c'est bien ce qui forge la valeur ajoutée d'un individu, à savoir sa spécificité, à agir de manière appropriée à ce qui se présente et notamment aux situations complexes dans notre monde d'aujourd'hui. La démarche dans son approche, c'est on part de la pratique pour aller vers des apports plus conceptuels, mais c'est vraiment la pratique qui prime avec des interventions qui sont courtes, qui sont impactantes et qui visent à provoquer du déclic. On veille à faciliter l'appropriation des bons comportements qui vont permettre peu à peu de développer des réflexes et d'être en capacité de transposer dans sa pratique professionnelle. On est bien sûr en présentiel avec une forte valeur ajoutée dans cette démarche.
J'ai une autre approche à vous présenter et pour cela, je vais solliciter Bénédicte Berche qui va pouvoir se présenter et avec qui on va pratiquer une interview. Bénédicte? Oui, je suis là. Alors, C'est bon? Bénédicte, je t'invite à te présenter déjà pour commencer, si tu veux bien. D'accord. Alors, donc, je suis Bénédicte Berche et j'ai fondé Learn to Change et donc je suis partenaire de ADECO dans cette démarche de développement des soft skills. En fait, après un tour du monde en famille que j'ai réalisé en 2009 et qui m'a plongée pendant près d'un an dans l'inconfort et l'incertain, c'est vraiment le cas de le dire, je me suis formée en neurosciences cognitives à mon retour. J'avais vraiment besoin de comprendre ce que j'avais vécu pendant cette année-là. Et ça a vraiment, véritablement changé ma vie. Ça a développé mon potentiel comme jamais j'aurais imaginé parce que c'était une formation qui est spécifiquement sur les soft skills. Donc, je me suis ensuite certifiée au coaching et puis depuis, j'accompagne les individus et les managers à muscler deux soft skills en particulier qui sont l'intelligence émotionnelle et la flexibilité mentale. Donc, ma mission, c'est de les outiller pour leur permettre de renforcer leur capacité à renforcer et entretenir leur énergie et leur autonomie pour mieux faire face donc à l'imprévu et à la complexité du monde moderne et notamment ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, je suis à peu près certaine, j'exagère, que toutes les personnes que j'ai eu la chance de croiser sont plus résilients et plus forts en ce moment. C'est sûr. Merci pour cette présentation. Alors, première question de notre interview, c'est quelles sont tes convictions en matière de développement des soft skills? Alors, après vous avoir tout écouté, je suis rassurée, nous sommes toutes alignées, nous avons les mêmes convictions. J'en ai au moins 4. La première, c'est que notre savoir-être donne de la force à notre savoir-faire. Et on peut avoir toutes les formations techniques qui font de moi un super expert. Si je suis pas dans l'écoute, si je suis pas dans la nuance, si je suis pas dans la curiosité, je vais avoir des difficultés à régler une situation imprévue le jour où elle se présente et je risque de prendre des décisions inadaptées. Donc, ma première conviction, c'est qu'il est essentiel d'intégrer le développement des soft skills comme socle de performance individuelle et collective, au service du collectif. Comme un terreau sur lequel les individus vont pouvoir grandir, ils auront envie de continuer à développer leur plein potentiel. On a utilisé tous ces mots, potentiel, compétence, force. Moi, j'utilise le terme force. Voilà. Et donc, la seconde, il me semble, la seconde conviction, c'est qu'il est essentiel de commencer par développer en premier l'intelligence émotionnelle et l'intelligence adaptative au service de ces 4 C que vous nous avez exposés tout à l'heure. Parce que c'est vraiment pour moi 2 super pouvoirs. Et en plus, c'est ce qui nous différencie aussi de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence émotionnelle, elle vise à observer, à écouter ses émotions, celles des autres, et pour pouvoir les réguler. C'est essentiel parce qu'on ne peut pas prendre des décisions. On peut pas prendre des décisions, j'ai un écho, on peut pas prendre des décisions adaptées si on vit des émotions désagréables. C'est très compliqué. Notre cerveau, il est pas fait pour ça. La flexibilité mentale ou l'intelligence adaptative, ça vise à modifier volontairement son état d'esprit, c'est-à-dire désobéir à ses biais cognitifs volontairement pour pouvoir faire face à des situations inconnues, complexes, non maîtrisées. Et ces 2 compétences sont intrinsèquement liées pour modifier son état d'esprit et être capable d'observer ses émotions. Ma troisième conviction, c'est que la plupart du temps, le problème à résoudre, c'est pas soi, c'est pas l'autre, c'est soi. Et que on n'est pas habitué à raisonner comme ça. C'est tellement plus facile de dire que le problème, c'est l'autre, l'organisation, la vie. Et finalement, développer les soft skills, ça passe aussi, on l'a vu, par développer une meilleure connaissance de soi, de ses forces, de ses fragilités, de ses freins, de ses moteurs, de ses besoins. C'est aussi d'avoir envie d'agir en responsabilité. Avoir envie de faire partie de la solution plutôt que du problème. C'est ça mes convictions. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille. C'est que le problème, c'est moi qui l'ai. Et après, on verra les autres. Et enfin, ma 4e conviction, c'est qu'on ne mange pas le fruit, je te rejoins Sophie, le jour où on a planté la graine. Donc, développer son potentiel, ça prend du temps, ça demande de se muscler tous les jours, c'est de l'entraînement au quotidien, et c'est surtout d'être dans un environnement qui le permette, qui autorise la verbalisation, l'écoute des ressentis, et quel que soit le niveau de responsabilité, on l'a vu juste avant. Ouais.
Le dernier point, c'est travailler en sécurité, il me semble. Bon, oui, c'est ça, c'est pouvoir travailler. Alors, j'y reviens après sur les conseils, mais pour pouvoir autoriser à parler de ses émotions, bien sûr, il faut un environnement, c'est ce que disait tout à l'heure Cécile, autoriser un environnement qui permette ça. Donc, c'est autoriser la sécurité, enfin, la sécurité psychologique, donc un environnement bienveillant où ce n'est pas une faiblesse de parler de ses émotions. Donc, ça fait partie des conseils pour ma troisième question. Ouais. Du coup, deuxième point, en quoi ton approche booste l'apprentissage des soft skills? Alors déjà, en tant que formatrice, je m'appuie sur la pédagogie Funny Learning, donc qui est basée sur les dernières recherches en neurosciences, qui intègrent l'erreur, le plaisir, les émotions, une seule tâche à la fois, des séquences de 15 minutes maximum, parce qu'on n'a pas la capacité à se concentrer bien plus longtemps. Voilà, on se lève, on bouge, on accélère, on ralentit, on rigole, on pleure. J'utilise des vidéos, des jeux, des gags, tout ce que vous avez exprimé auparavant pour favoriser l'ancrage et l'apprentissage. Et en tant que coach, je pars du principe qu'ils savent être, en fait, qu'ils ont le savoir-être, que c'est un potentiel à activer, okay, et qu'ils n'ont plus qu'à expérimenter les outils que je leur proposer pour justement activer leur potentiel. Donc, mon approche, elle est basée sur l'idée d'être OK avec l'inconfort, d'entrée de jeu, de l'authenticité, donc tomber le masque et s'afficher tel qu'on est, et puis aussi de leur intuition. Donc, on travaille sans notes, sans table, sans ordinateur, on est assis en demi-cercle et on laisse le hasard constituer les binômes, les sous-groupes. Comme je leur dis, je laisse l'univers s'occuper des détails. Et puis, je m'appuie aussi sur la coopération bienveillante, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc sur les neurones miroirs, hein, sur la capacité à se mettre en empathie avec l'autre, et sur l'autonomie de chacun. D'entrée, je leur fais confiance, je sais qu'ils vont y arriver. Et ça, une fois que je les ai outillés pour qu'ils se posent les bonnes questions, pour qu'ils puissent activer leur intelligence émotionnelle, verbaliser, nommer leurs émotions et aussi activer leur intelligence adaptative face aux situations difficiles qu'ils vivent dans leur quotidien. On n'est pas sur du jeu de rôle, on est véritablement sur ce qu'ils rencontrent, sur leurs difficultés. Comme, je sais pas, oser demander de l'aide, oser déranger quelqu'un d'important, parler face à un public, prendre de nouvelles responsabilités, aller vers des compétences vers quelque chose que je maîtrise pas, voilà, aller vers l'inconnu, vers l'imprévu, vers l'incompris. A priori, en 15 minutes, ils expérimentent leur capacité à faire des pas de côté. Et ça leur booste. Ça les booste dans leur capacité à faire, à être, leur confiance en eux, la confiance dans le groupe. Du coup, ça développe l'énergie aussi, et puis l'ancrage, parce qu'ils expérimentent tout le temps des ateliers, et puis ils sont OK avec l'idée d'expérimenter, c'est de faire des erreurs, de se tromper, d'avouer leur vulnérabilité. Voilà, parce qu'ils ont compris que l'émergence de la solution, elle passe par ces étapes-là. Voilà, donc, et ça marche parce qu'ils sont toujours surpris à chaque fois d'être arrivés là où ils sont arrivés à la fin des ateliers. Puis après, on se donne rendez-vous et ça fait partie des conseils que je donne pour poursuivre l'entraînement après les ateliers. Alors, puisque tu parles de conseils, si tout était possible, quel conseil donnerais-tu à une personne ou une entreprise qui veut développer les soft skills? Alors, si tout était possible, au recrutement, je ne demanderais pas un CV du parcours, je demanderais un CV de l'échec. Et je demanderais comment et quelles ressources on a utilisées pour rebondir à chaque fois. Parce que ça donne confiance aussi et ça montre l'effort qu'on utilise chacun. Parce à chaque fois, on rebondit et comment on s'est réinventé. Et là, on est en train de le vivre. Comment on va vivre l'après? Comment on va se réinventer avec ce qui nous arrive? Donc ça, c'est mon premier rêve, d'oublier le CV du parcours et faire juste le CV de l'échec. Mes autres conseils en termes pour la formation, ça, c'est de donner vraiment du temps à ce type d'apprentissage, de sortir de la mesure du retour sur investissement qui n'est pas forcément mesurable quand on travaille sur les soft skills. Et puis, en tout cas, pas comme une formation technique. C'est aussi de sortir de l'injonction de tout le monde doit y passer. Non, je préconise des pilotes avec des ambassadeurs, laisser venir les curieux parce que c'est eux les précurseurs qui vont donner l'exemple, qui vont infuser et transmettre par leur comportement comment il faut être en fait. Et puis les autres, ils viendront, ils se contamineront positivement. Hein.
Voilà. Et puis, donc, le troisième conseil, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure et ce que vous avez déjà dit, c'est faire sauter les verrous autour des émotions. C'est pas être faible que de parler de ses vulnérabilités. Au contraire, ça fait partie des forces d'en être capable de les exprimer, même quand on est un top manager, de pouvoir dire nommer, j'ai peur, je sais pas faire, voilà. Donc faire vraiment sauter le verrou autour des émotions, c'est le principal frein que je rencontre aujourd'hui dans les organisations. Pour être capable de comprendre les signaux que ça transmet, parce que la peur, c'est pas un bon moteur. Un collaborateur qui a peur d'être sanctionné, il va pas avancer. Qui a peur de pas avoir la récompense, il va pas avancer non plus. Qui a peur de pas avoir la reconnaissance, voilà. Donc, tout travail autour des émotions. Et puis, donc, mon dernier conseil, ça serait vraiment d'intégrer des cercles de training au quotidien de manière hebdomadaire avec des activités comme de la méditation pleine conscience parce que c'est ça qui muscle l'intelligence émotionnelle. Des cercles d'écoute et de co-développement, on en voit de plus en plus et ça c'est tant mieux parce que pour résoudre un problème complexe, on peut pas le faire seul. Il faut être plusieurs. Il faut avoir des esprits différents. Il y a les curieux qui vont apporter de la curiosité, mais les rigoureux qui vont apporter de la logique rationnelle. Il faut de l'esprit critique. Donc on a besoin d'être ensemble pour résoudre les problèmes complexes. Et puis, il faut le faire dans un cadre de sécurité psychologique, on l'a dit, de bienveillance, parce que c'est ça qui développe la confiance en soi, dans la confiance dans le groupe, être capable de demander de l'aide et oser dire, en rentrant dans un codec, j'ai besoin d'aide, voilà, aidez-moi à résoudre ce problème-là. Bah, si on arrive à faire ça, on pourra aborder tout le monde complexe dans lequel on est en train on n'est pas en train de rentrer, on est rentré. On parlait du monde JICA en 2015. Le World Economic Forum nous disait on a des compétences clés à développer. J'étais pas loin de la vérité puisqu'on est en 2020. Il disait que la flexibilité cognitive était la 10e force clé à développer. Je pense concrètement aujourd'hui que c'est la première. Et que cette culture parce que c'est elle qui va nous rendre résilientes et que c'est elle avec la créativité et l'intelligence émotionnelle qui va nous permettre de rebondir et de nous adapter, de créer de la valeur et de continuer à nous épanouir dans ce monde qui pourrait paraître très pessimiste, mais moi j'y crois pas. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, en résumé, on peut dire, oui, elles sont plus complexes à développer. Maintenant, on a de belles ressources formatives pour booster ces apprentissages et il y a plein de belles choses à faire pour renforcer tous ces potentiels. Caroline, je vais te repasser la parole. Merci Sophie et merci pour votre énergie, votre enthousiasme. Je résumerai en quelques points, hein, même si je ne résume pas l'ensemble. Tout d'abord, la question de la formation de l'accompagnement. Hein, effectivement, il est clair que les salariés qui vont être impactés par l'automatisation en particulier ne pourront exercer leur futur métier, leur future fonction que s'ils bénéficient de formations adéquates. Et la rapidité d'évolution de ces technologies pourrait rendre nos cursus, nos pratiques de formation traditionnelles inadaptées et solliciter, comme on vient de le voir, moult approches décalées et qui vont chercher ces soft skills. Et les dispositifs vont requérir aussi davantage de modularité, d'agilité, de réactivité et de capacité à apprendre de nos salariés. De la même façon, si on regarde le management, les fonctions support des entreprises industrielles, mais aussi l'ensemble des entreprises de services, c'est clair qu'elles vont devoir savoir réagir vite, oser sortir du cadre, s'adapter, afin que toutes les offres, les process restent en adéquation avec les besoins et avec ces évolutions extrêmement rapides dans un monde qui, comme on dit beaucoup en ce moment, se réinvente. Donc, les entreprises doivent se préparer à accompagner encore plus leurs salariés et en particulier à évaluer et à améliorer toutes ces compétences en lien avec les nouveaux attendus et surtout développer ses capacités à apprendre et l'ensemble de ces soft skills qu'on vient d'évoquer ensemble. Les entreprises ont tout autant la responsabilité de détecter le potentiel des candidats à l'emploi
plutôt que de se cantonner, comme c'est plus rassurant effectivement, aux éléments du parcours. Et par ailleurs, du coup, elles devront apporter les compléments de compétences techniques nécessaires pour faire face aux progrès technologiques, mais aussi à toutes les transformations. Et là, si on revient sur le contexte, effectivement, on peut parler de transformation majeure. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous remercie de votre attention pour ces présentations. Pour finir, on a le plaisir de vous partager. Excusez-moi, je ne le vois plus à l'écran. Voilà. Pour finir, on a le plaisir de vous partager notre livre blanc « Transformer votre entreprise grâce aux soft skills » qui a été produit par le labo, donc Cécile Mativé qui est intervenue en début de présentation pour Adecco Training et pour Adecco Group. Vous allez recevoir à l'issue de cet échange un mail avec un lien qui vous permettra de télécharger ce livre blanc et de pouvoir le parcourir pour approfondir la question. Je tenais à vous remercier tout particulièrement d'avoir suivi ces présentations et je vous propose maintenant de passer à une phase de questions-réponses. Si vous avez encore un peu de temps, on a été un peu bavarde, mais sachez qu'on aurait aimé être réunis toutes les 5 pour vous présenter cela. Bon, je trouve qu'on s'en est quand même pas mal tiré dans le contexte. Voilà, je reste à l'écoute de vos questions s'il y en a. Alors, moi, je ne les vois pas apparaître. Oui, il y a une question sur le support de présentation. Est-ce qu'il sera diffusé? Alors, je pense qu'on peut l'envisager en même temps qu'on vous enverra le lien avec le livre blanc. À ce moment-là, on pourra tout à fait vous faire suivre la présentation, mais n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez dans le lien aussi des coordonnées pour reprendre contact si vous avez besoin d'approfondir tel ou tel point. Nous vous répondrons avec plaisir. D'autres questions? C'est vrai qu'on est à la limite du temps. Ouais, je vois qu'il est. On a des remerciements. Voilà, c'est ce que je vois. Il est 11h03. Oui, donc si vous avez une ou deux. Pardon? Est-ce qu'il y aura un replay de notre super présentation? Oui, il y en aura un. Merci en tout cas. Merci pour ce feedback, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Ok. Et bien, si il n'y a plus de questions, chacune d'entre nous vous remercie vraiment vivement. Merci beaucoup. Merci à tous. De passer ce moment avec nous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous.